welcome everyone. Rebonjour. Nous allons reprendre avec cette séance. Merci beaucoup de votre participation. Avant de commencer, je souhaite exprimer mon appréciation pour Convergence de nous avoir accueillis ici afin de parler des partenariats pour l'action climatique. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous sur Internet. J'apprécie le fait que vous puissiez partager ce moment avec nous et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Je suis directrice de partenaires à l'UNOPS. C'est l'Office pour les services et projets. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Nous sommes une agence onusienne qui se spécialise dans l'infrastructure, l'achat et les services liés au projet. Nous opérons dans des contextes très fragiles et nous sommes présents dans 90 pays partout dans le monde et nous exécutons des projets pour nos partenaires. L'action climatique est une priorité pour nous parce que cela impacte toutes les différentes régions du monde. Nous n'avons pas besoin de parler des différentes canicules, les différents feux, les incendies et les inondations qui nous ont frappés. Ce sont des souvenirs et des rappels tragiques s'agissant du besoin de passer à la vitesse supérieure si nous souhaitons que les ODD et l'accord de Paris soient respectés. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle clé des partenariats multilatéraux pour l'action climatique. Pourquoi? Parce que, comme nous le savons tous et toutes, quand on essaie de travailler en silo, c'est très difficile. Mais ensemble, nous avons davantage de chances à réussir. Nous aurons donc 2 conversations de 45 minutes chacune pour commencer. La première partie, avec les membres du panel à côté de moi, nous allons discuter des conséquences du changement climatique, le rôle clé de la jeunesse, mais également la coopération entre le secteur privé et public avec Nadia, Joe et Atley. Je suis vraiment désolée de vous dire que Kamal, qui était censé se joindre à nous, n'a pas pu venir à cause d'un empêchement de dernière minute. Ensuite, pendant la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième 45 minutes, nous allons parler du modèle de partenariat innovant pour accélérer la réalisation des objectifs de l'accord de Paris et des ODD, fondé par l'AFD, l'Agence française de développement en Asie du Sud-Est, pour la transition énergétique avec Manel, Sirpa, Tigou et Anna qui sont donc dans le public. Pour commencer donc, je souhaite vous présenter les différents membres du premier panel. Pour cette première partie, Nadia, nous allons commencer avec honneur aux dames. Nadia, vous êtes la déléguée pour la jeunesse auprès des Nations Unies pour le climat et l'environnement, vous représentant le gouvernement danois. Vous êtes également la représentante de l'Union européenne au sein des Nations Unies. Vous allez participer à la COP27 et c'est génial que vous soyez ici. Nous avons Joe également qui est à côté de moi. Il est ingénieur doté d'une expérience solide, plus de 20 ans d'expérience dans le solaire et les énergies renouvelables. C'est le cofondateur de Energy City. C'est un fournisseur via les réseaux solaires en Afrique. Et Atley est à la tête du secrétariat de la plateforme sur le déplacement lié aux catastrophes naturelles. Il s'agit d'une organisation qui est accueillie au sein de l'UNOPS. L'idée est de jeter des ponts entre les décideurs politiques, les practitioners et les chercheurs afin de prévenir et répondre aux différentes situations où les gens doivent chercher un abri. Atley, je vais commencer avec vous. Les catastrophes climatiques créent des situations et des défis en matière de développement assez importants. Des millions de personnes doivent quitter leur abri, leur foyer, dans le contexte des catastrophes, les inondations, les tempêtes tropicales et des tremblements de terre, ce qui nécessite davantage de coopération entre les différents acteurs pour mieux prévenir et préparer pour les différents déplacements. Comment peut-on jeter les ponts afin de coordonner les différentes actions parmi les différents acteurs? Merci beaucoup, Émilie, et merci aux organisateurs de m'avoir demandé de participer à ce panel. Nous ne sommes pas une organisation à proprement parler. Je crois que c'est un point que je souhaite partager. Nous sommes une plateforme et nous reconnaissons la manière dont nous travaillons afin de minimiser et aborder cette question nécessite une coordination parmi les différentes entités. Cette plateforme nous permet de travailler sur les partenariats pour l'action climatique. C'est juste un commentaire que j'avais souhaité partager qui était très important
pour cette discussion cet après-midi. Un peu de contexte, donc. Nous savons très bien que avec les effets secondaires du changement climatique, davantage de personnes vont être déplacées pour maintes raisons. Nous avons des données scientifiques qui indiquent que la mobilité des gens va augmenter avec des déplacements forcés dans ce contexte. Nous avons donc une question assez compliquée à aborder. Pourquoi? Parce que la mobilité peut être une solution. On peut penser à ceux et celles qui sont impactés par la hausse du niveau de la mer, mais également la désertification liée au changement climatique. Peut-être qu'une solution serait de déplacer ceux et celles qui sont impactés. C'est donc une solution, mais nous savons également très bien que les gens ne souhaitent pas partir, quitter leur maison. C'est donc un défi à relever. Lorsque l'on parle du déplacement, qu'il s'agisse de situations de conflit ou même dans les situations de catastrophes naturelles et le changement climatique, nous avons tendance à penser que certains et certaines vont avoir besoin de solutions politiques. À titre d'exemple, la guerre en Ukraine, nous avons besoin de solutions politiques avant d'avoir une solution humanitaire. Nous avons tendance également à faire la différence entre le développement et les aspects humanitaires. Ce qui ne fonctionne pas forcément dans le contexte des déplacements, les impacts du changement climatique et les déplacements. Nous avons besoin de conjuguer les différents éléments tous ensemble. C'est la raison pour laquelle cette question est importante. Ensuite, si l'on souhaite parler de la mobilité humaine et les impacts du changement climatique, nous devons prendre l'optique de la migration. C'est une question de droits de l'homme, c'est une question de protection des droits de l'homme, c'est une question liée à la réduction des risques de catastrophes naturelles, mais également l'action climatique. Nous avons tous et toutes un rôle à jouer. Quel est donc le défi? Nous devons travailler en étroite collaboration afin de trouver une solution. Le problème est le suivant. Le gouvernement ne sont pas configurés afin de mettre en place des collaborations. À titre d'exemple, nous avons ceux et celles qui travaillent sur le changement climatique, qui participent à la COP ou au COP. Nous avons d'autres départements qui travaillent sur les catastrophes naturelles qui sont impliqués dans différents forums. C'est-à-dire que nous avons tendance à travailler en silo et nous n'avons pas d'approche holistique. Il en va de même, malheureusement, ou des actions au sein des Nations Unies. Les Nations Unies ou l'organisation, l'ONU a différentes organisations, différents départements, différentes agences qui travaillent sur l'immigration, le changement climatique, les droits de l'homme et ainsi de suite. Je souhaite donc répondre à la question posée par Emily. Nous sommes ravis d'être logés chez l'UNOPS en tant que plateforme parce que nous avons accès aux différentes parties prenantes. Quelques points à évoquer, comment tout cela est lié. Il est clair que les défis sont liés à la coordination stratégique, comment coordonner cette réponse afin d'atténuer les différents impacts du changement climatique. Nous avons besoin de renouveler et peut-être de changer notre approche quant à la mobilité humaine au sein des Nations Unies et les déplacements. Nous avons des agences spécialisées. À titre d'exemple, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, et l'Office pour les réfugiés, mais nous avons besoin d'une approche holistique. Encore une fois, pour les États membres, nous avons vu quelques exemples assez intéressants. Nous avons des points focaux qui sont désignés et des groupes de travail interministériels. Mais nous avons besoin de davantage de collaboration dans cet espace avec davantage de partenariats. Il s'agit non seulement d'une approche sociétale avec les chercheurs de la société civile, mais également une approche étatique. Et je me rends à la fin de mon intervention. Nous avons besoin de davantage d'adaptation s'agissant de ces questions transversales. Nous avons différentes questions liées à l'adaptation, la mobilité humaine et le changement climatique, mais nous avons besoin de prendre en compte le contexte.
Alors, une réorganisation, il ne faut pas sous-estimer le potentiel. Alors, mot-clé, partenariat, si nous souhaitons relever les différents défis liés à la mobilité humaine et au changement climatique, nous avons besoin d'appréhender les solutions aux défis tout en reconnaissant le fait que certaines personnes ne souhaitent pas partir ou se déplacer. Il ne faut pas travailler, il ne faut plus travailler en silo. C'est une tâche pour nous tous et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Atelier. Comme vous l'avez dit, le partenariat, c'est le mot-clé ici et nous devons travailler en étroite collaboration afin de casser ces différents silos. Comme j'ai déjà évoqué, nous souhaitons également entendre ce que vous avez à dire ici dans la salle et en ligne. Nous allons partager le micro tout à l'heure, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans le chat qui est juste à côté de la vidéo. Et maintenant, je me tourne vers vous, Madia. Quand on pense à la jeunesse aujourd'hui, la taille de la jeunesse est inédite. 1,8 milliard de personnes âgées entre 10 et 24 ans partout dans le monde. 90% de ces jeunes vivent dans des pays en développement. Ce sont ces personnes qui vont devoir porter le fardeau du changement climatique. Toutefois, ce que l'on voit, c'est que peu d'entre eux peuvent participer pleinement au sein de la société. Pour les filles, les barrières, les obstacles sont encore plus importants. D'après votre expérience, et vous êtes bien entendu délégué pour les jeunes, quel est le rôle de l'inclusion dans le processus gouvernemental afin de faire en sorte que cette voix de la jeunesse soit entendue? Merci beaucoup pour cette question et merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Je suis tout à fait honorée. Alors, comme l'a déjà été évoqué, les partenariats sont essentiels et les jeunes doivent être reconnus en tant que partie prenante importante. Nous devons former des partenariats avec eux. Il est très important également de regarder l'inclusion structurée des jeunes. Très souvent, nous voyons que les jeunes sont inclus dans certains contextes, mais exclus d'autres. Ils peuvent participer dans une conférence, mais pas à une autre. Nous avons besoin des programmes pour les délégués des jeunes, tel le programme auquel moi je participe, des conseils des jeunes également. Cela est très important. Pourquoi? Parce que cela permettra davantage de jeunes à participer, à être impliqués, mais également à faire part des recommandations concrètes. Ensuite, il est important d'avoir un langage commun. Très souvent, nous voyons que les organisations onusiennes aiment utiliser un langage qui est assez compliqué. Les acronymes, les PNR et ODD, UNOPS et j'en passe. J'aime beaucoup le nom UNOPS, mais il y a trop d'acronymes qui posent un problème s'agissant de la compréhension. Oui, la durabilité. Très bien, ODD. Mais moi, si j'allais dans un bar et je demandais, alors vous pensez quoi des ODD? Je crois que la plupart des personnes ne sauraient pas de quoi je parle. Mais c'est dommage parce que nous avons besoin de cette implication de ces citoyens. Et nous avons besoin que les jeunes pensent que l'ONU est intéressante. Et il faut donner cette voix aux jeunes. Mais ces jeunes doivent faire partie de la prise de décision, des réunions avec les ministres, des réunions toutes simples pour que nous puissions faire partie du processus de l'élaboration de solutions, au lieu de juste énoncer des discours. Et nous souhaitons être reconnus en tant qu'experts dans nos propres vies et des catalyseurs d'action. Très souvent, il s'agit d'une case à cocher, mais nous sommes des experts également. Nous sommes engagés dans cette transition verte et c'est un levier à exploiter. Nous sommes très nombreux également, les jeunes, et ce sera à nous de porter ce fardeau à l'avenir. Et c'est également très important de supprimer ces obstacles à l'inclusion.
À titre d'exemple, les obstacles économiques, notamment pour les jeunes du Sud mondial, il est très coûteux et ces jeunes n'ont pas toujours le financement nécessaire afin de participer à la COP27, la conférence sur le changement climatique, et nous avons besoin de financer de manière plus structurée leur participation afin de renforcer leur capacité également. Voici donc ma liste à faire, les différentes étapes à parcourir. Nous avons du pain sur la planche et j'attends avec impatience la discussion de cet après-midi. Merci. Merci Nadia, merci d'avoir fait ce rappel. Oui, ce sera votre génération à gérer les conséquences de nos actions. C'est une très belle... c'est un très beau rappel. Merci beaucoup, Nadia. Vous avez parlé des différents partenariats. Vous avez donné des pistes s'agissant de l'inclusion des jeunes. Et Joe, maintenant, je me tourne vers vous. Qu'en est-il du projet que vous avez proposé? Le Sierra Leone a un taux d'accès à l'électricité très bas. 32% de la population a accès à l'électricité, ce qui est en dessous du moyen pour cette région. Votre organisation, votre entreprise a électrifié, c'est-à-dire a fourni un accès à l'électricité à 30% des communautés au sein du pays. Est-ce que vous pouvez parler des différents défis auxquels vous avez été confrontés et comment vous pouvez encourager la participation du secteur privé pour aborder cette question de changement climatique? Merci beaucoup. Merci beaucoup au public de participer à cette dernière session. J'imagine que vous souhaitez prendre un petit verre. Donc, j'apprécie votre attention. S'agissant de notre projet, nous avons mis en place ce projet avec le FCDO et l'UNOPS et le ministère des Énergies en Sierra Leone. Ce projet a vu le jour en 2016 avec l'objectif de donner l'accès à l'énergie à 94 villes sierra-léonaises. Et ce, avec la participation du secteur privé pour que ces projets soient durables financièrement parlant. Parce que très souvent, nous avons des systèmes qui sont mis en place, l'infrastructure est là, mais un an plus tard, il n'y a plus de batterie et le projet ne fonctionne plus. L'idée est d'avoir un projet durable pour 40 ans, 60 ans, 100 ans. On a eu 50 projets et grâce à l'implication de l'UNOPS, on a pu travailler avec le ministère et on a eu plus de légitimité, crédibilité parce que nous avons été soutenus par les Nations Unies. Voici le bailleur, voici le projet. Nous nous sommes entretenus avec les différents ministères. Voici l'opération et ainsi de suite. Nous avons commencé en 2016 et en 2017-18, on a remporté un appel d'offres pour 3 projets de plus. Mais il y a eu une élection ou les élections présidentielles en 2018 avec un changement de parti. Et normalement, avec les changements de parti, le nouveau gouvernement change d'approche, change de stratégie. Et moi, pour être tout à fait honnête, je pensais que le projet allait tomber à l'eau et qu'il allait falloir commencer ou recommencer. Mais grâce au partenariat avec les Nations Unies, on a pu profiter de l'élan et le nouveau gouvernement n'a pas pensé que ce projet était le projet d'un autre gouvernement, mais du pays. Il y a eu des retards, il y a eu des défis, le COVID et ainsi de suite. Mais le projet s'est achevé cet été. Merci beaucoup, Joe. Nadia, vous représentez l'avenir et vous avez maintenant entendu ce que Joe et Atlee ont à dire. Est-ce que vous avez des questions pour eux? J'ai maintes questions, j'ai beaucoup de questions. Je peux peut-être fournir une liste et peut-être une réponse de 100 pages sera nécessaire avec toutes les choses qui restent à faire. Mais avant de plonger, de répondre à cette question, j'aimerais partager une perspective très importante s'agissant des jeunes. Il faut reconnaître qu'il est très difficile de représenter, je le sais, je dis représenter la jeunesse danoise ou même européenne, mais
Les jeunes sont très diversifiés et en tant que groupe, nous sommes très vastes. C'est une perspective très importante à prendre en compte. Je ne peux pas prendre la parole au nom de tous les jeunes, toutes les générations futures. Donc, moins de pression. Alors, Joe, je me demande, avec tout le travail que vous faites avec les mini-réseaux, comment vous impliquez les communautés locales de manière importante et ceux et celles qui sont issus de milieux défavorisés? Comment renforcer leur capacité pour qu'ils puissent participer à vos projets? C'est une très bonne question. Alors, la partie la plus difficile est bien entendu l'engagement, la participation de la communauté, l'explication de ce que nous souhaitons faire. Pourquoi? Parce que nous allons mettre en place un mini-réseau, nous allons vendre l'électricité et voici comment cela va fonctionner. Mais il y aura toujours des formalités, il y aura toujours des protocoles, non seulement pour les communautés, mais également pour la participation des jeunes. Il est très important de se réunir avec toutes les parties prenantes. Ce que nous avons fait, c'est nous n'avons pas de... Notre équipe est sur place. Nous avons des responsables communautaires qui sont assez jeunes, d'ailleurs, un peu trop jeunes, mais ils sont soit des communautés locales, soit ils ont des familles dans des situations similaires. Et l'idée de convenir à des différentes réunions communautaires, c'est la formation là qui est importante. Et quand on pense aux plus jeunes, on fait du porte-à-porte. Alors pourquoi vous n'avez pas payé votre facture cette semaine? Que s'est-il passé? Que peux-je faire? Nous avons des locaux qui travaillent afin de vraiment nous aider en tant qu'entreprise. Athlée? Alors, Nadia représente l'avenir, mais vous construisez également pour l'avenir. C'est exactement ce que vous souhaitez faire au sein de la plateforme, la préparation. Quand vous parlez de partenariat, est-ce que vous avez des partenariats avec des associations des jeunes? Je dois faire attention, là. Nous sommes une entité politique. C'est peut-être une mauvaise excuse, mais nous essayons de travailler au niveau multilatéral avec des organisations internationales et des gouvernements. Mais je veux vous dire que nous n'avons pas de relations formalisées ou formelles avec les jeunes. Nous avons un groupe de travail dans le cadre de la Convention sur le changement climatique et les parties dommages. Et il y a des délégués des jeunes délégués au sein de cette délégation. Nous essayons de chercher cette participation de la jeunesse. Mais comme j'ai déjà évoqué, je souhaite travailler avec Nadia lors de la prochaine COP. Pourquoi pas pour un travail de plaidoyer, pour partager des messages clés pendant un événement parallèle. Pourquoi pas? J'attends avec impatience donc de formaliser davantage cette relation avec la jeunesse. Je suis ravie de l'entendre. J'ai une dernière question. Et par la suite, nous pouvons peut-être passer la parole au public. Nadia Athlée, vous allez participer à la COP27. Différentes parties prenantes de différentes régions sont en train de préparer leur participation et leurs messages. Alors, quels sont les messages que vous allez présenter lors de la COP27? Merci. Je souhaite évoquer le point suivant. Il faut une approche intégrée pour trouver des solutions. À la COP27 ou à toute COP, un message que nous essayons de partager, c'est qu'il ne faut pas oublier les effets adverses du changement climatique. À titre d'exemple, le déplacement. Et dans le cadre de la convention de la CCNUCC et le travail de la CCNUCC, comment cette convention peut nous aider lors d'une conférence sur la migration, à titre d'exemple. Alors, message clé. Si l'on regarde les symptômes du changement climatique, nous avons également le GIEC qui nous dit que nous flirtons avec cette limite. Et si on dépasse ce point de non-retour, il y aura des pertes, des dommages et du déplacement.
Alors, un message clé, nous devons lutter contre le changement climatique. Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons trouver des mécanismes ou des mesures d'atténuation pour préserver l'avenir, pour atteindre l'objectif. Il est terrifiant de penser que nous allons échouer pour cet objectif de 1,5 degré, 2 degrés même, et que nous allons devoir subir ces effets du changement climatique, notamment au sein des communautés vulnérables. Je ne peux que imaginer comment les petits États insulaires en développement vont relever les différents défis. Nous devons passer à la vitesse supérieure à s'agissant de l'adaptation. Et regardons la mobilité en tant que possibilité d'adaptation. En déplaçant, en soutenant le déplacement, la migration des populations, peut-être qu'on peut avoir des dividendes d'adaptation. Peut-être qu'on peut renforcer la résilience. Peut-être qu'on peut construire même de la résilience. La mobilité est donc une opportunité d'adaptation. Et en troisième lieu, c'est la partie triste de l'histoire, les pertes et les dommages. Un message clé, il faut prendre cette question au sérieux, avec une meilleure compréhension de ce qui se passe et avec une augmentation rapide de notre financement climatique. Cela se passe d'ores et déjà et les pertes et dommages vont augmenter sinon on n'arrive pas à contrôler, à réduire même les effets ou les gaz à effet de serre. Nous devons combattre et lutter contre le changement climatique. Et Nadia? Alors, j'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup le fait que nous passions cette journée à Paris parce que nous avons pu nous mettre d'accord sur différents points évoqués lors de la COP27. Cela souligne une de mes priorités. Il faut réunir les différentes parties prenantes pour faciliter la création de différentes idées, pour élargir les partenariats, pour structurer notre discours pour l'avenir. C'est vraiment mon point à retenir. Je vais organiser des événements parallèles. Je vais proposer à des parties prenantes à participer, leur céder la parole pour favoriser une discussion novatrice. Et puis des thématiques qui sont importantes. Pourquoi pas le financement? Le financement est très important pour nous en tant que délégués. Nous 100 milliards de dollars ont été promis pour les pays en développement par les pays plus riches. C'est de la folie, c'est très positif, mais ça reste une promesse qui n'est pas contraignante. Alors nous avons besoin de vraiment passer à l'action. C'est une question qui peut être abordée par ce panel. Nous devons financer les pertes et dommages. Nous devons financer des mesures d'adaptation. Nous devons financer l'atténuation du changement climatique, la construction de mini-réseaux et ainsi de suite. Mais nous devons le faire partout dans le monde. Et pour y parvenir, nous avons besoin de financement. Pour moi, c'est une priorité. Je vais m'adresser aux pays européens. Vous devez payer, vous devez financer. Voici une de mes priorités. Et pour terminer, il faut penser à la combinaison entre la crise climatique et la biodiversité, ou la diversité biologique. Très souvent, nous avons tendance à penser à la diversité biologique et au changement climatique en étant deux choses séparées, alors que les deux sont interliés. Il ne s'agit pas uniquement d'un sommet pour le changement climatique et un autre pour la diversité biologique. Nous avons besoin de penser aux synergies afin de trouver une solution aux deux problèmes en même temps. Voici un autre point de focus pour moi. Merci beaucoup aux deux d'avoir partagé ces points. Maintenant, je souhaite céder la parole au public pour des questions. Mais avant, y a-t-il des questions que vous souhaitez vous poser? Parce que très souvent, quand vous faites partie d'un panel, vous n'avez pas le droit de poser des questions aux autres membres du panel. Alors moi, j'ai une question pour les deux. Vous avez parlé de partenariat au niveau régional. J'ai participé à différentes réunions régionales, mais je n'ai jamais vu de délégués des jeunes. Alors, comment favoriser cette coordination, même en amont de la COP27, comment favoriser ces partenariats, notamment en ce qui concerne la question humanitaire de développement?
Oui, je crois qu'en tant que jeunes au Danemark, nous avons des conseils climatiques de jeunes au niveau local, mais aussi au niveau régional. Et je crois que c'est notre force et cela m'a permis de venir ici vous parler à Paris. J'ai dit très bien, je vais aller à ces conseils climatiques de jeunes au niveau local pour entendre les municipalités. Et de cette façon, nous avons des partenariats qui sont structurés entre jeunes. Et je crois que cela est crucial et qu'on doit le développer à l'échelle internationale. Modératrice. Oui, très bien. Il nous reste quelques minutes. Je me demande si quelqu'un dans la pièce a une question à poser. Vous avez la parole. Présentez-vous d'abord en donnant votre nom et votre organisation. Bonjour, je m'appelle Maya. Je suis étudiante. Merci d'être ici. J'ai une question pour vous, Nadia. Vous avez parlé du fait que les jeunes sont des experts de leur propre vie. Je suis tout à fait d'accord, mais je crois que beaucoup de jeunes ne se voient pas comme des experts. Ils voient les personnalités politiques, les scientifiques débattre au sein de conseils et se demandent ce que eux savent. Donc, quel est votre avis sur la question? Nadia, merci pour cette question. Je crois qu'effectivement, nous avons des difficultés, et tout particulièrement les jeunes femmes ne croient pas en elles. Et je crois que c'est un enjeu pour la société. On continue d'entendre qu'il faut faire comprendre aux jeunes qu'ils sont experts, qu'ils ont une expertise. Ils doivent donc croire en eux. Et donc, avoir des perspectives, c'est également avoir des modèles et avoir des modèles, de jeunes modèles. Une de mes amies a été reconnue comme une grande personnalité de la jeunesse au niveau européen. Et aujourd'hui, c'est un modèle pour de nombreuses jeunes femmes à travers l'Europe. Donc, c'est possible. Vous pouvez être au Parlement européen en tant que jeune. Et je crois que c'était la plus jeune, d'ailleurs, élue au Parlement. Donc, il faut voter pour de jeunes femmes, mais avoir également des modèles qui sont des jeunes. Je crois qu'il est important pour moi, comme amie, de dire à tous mes amis qu'ils sont bons et de les encourager à faire entendre leur voix, car sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Modératrice, je ne sais pas si nous avons reçu des questions en ligne, car je n'en vois pas. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui? Quelqu'un au fond? Merci à nos intervenants. Je m'appelle Léa. Je suis une traductrice indépendante. Je travaille dans cette industrie depuis longtemps. Je vous ai entendu parler de la nature en silo, de l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, avez-vous des suggestions concrètes pour décloisonner les questions d'expertise, etc.? Modératrice, qui aimerait répondre à cette question? Comment décloisonner? Attelé. Je crois qu'on dit qu'on travaille en silo, mais je ne suis pas sûre qu'on sache clairement comment résoudre ce problème. Historiquement, nous pensons selon des anciens modèles. On a toujours pensé que les choses étaient binaires, finalement. Mais par exemple, sur la mobilité humaine, on avait la notion qu'il y avait des migrants d'un côté, des réfugiés de l'autre. Puis, on est allé plus profondément dans la question et on s'est aperçu que le sujet était bien plus complexe. Ensuite, il y a un système de gouvernance. Et il y a des agences, des ministères qui traitent ces questions et on doit vraiment traiter ces questions au niveau le plus élevé. En termes de gouvernance, ce qu'on observe, c'est que si le Premier ministre ou le président d'un gouvernement permet une meilleure intégration, eh bien, on avancera davantage. Il faut une approche multidisciplinaire, multisectorielle.
On ne peut pas juste travailler d'un côté avec le ministère de l'eau, le ministère de la Finance, etc. Les ONG, je crois, sont bien mieux équipées. Elles ne pensent pas en termes de mandat institutionnel, elles pensent en tant que besoin. Et pour être honnête, je dois faire attention à ce que je dis, mais je crois que les Nations unies suivent un modèle ancien. Elles ont des institutions mandatées et peut-être qu'il faudrait moins d'agences pour régler les problèmes. Je pense que le système des Nations unies devrait être réformé. Merci. Joe. Oui, alors il faut réformer les agences, mais également les personnes qui y travaillent. Je suis ingénieure. Mon cofondateur sortait d'une école de commerce et d'une école de finance également. Et elle s'est aperçue que, selon elle, elle s'est aperçue qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas toujours d'électricité. Pour elle, ça n'avait aucun sens. Donc on s'est dit, tiens, si on créait ces mini-réseaux en Afrique de l'Ouest. Et très souvent, on voit comment les choses sont faites et on pense que c'est la façon dont les choses doivent être faites. Ouais, peu importe que l'on traite de la biodiversité ou d'autres thématiques pour résoudre ce genre de problème. Ce qu'il faut, c'est que les personnes se posent des questions, qu'ils se demandent s'il y a une meilleure solution. Et parfois, il faut juste faire le travail, voir, tester un projet. Il peut échouer, et puis ensuite, il faut se relever. Modératrice. Nadia, vous avez la parole. Nadia, oui, je crois qu'il faut réaliser qu'il nous faut une approche multisectorielle. Comme on le voit avec les ODD. Souvent, je vois des entreprises choisir leur ODD préféré et cela mérite vraiment. Parce que vous êtes à une conférence, on vous demande de sélectionner un ODD, de prendre une photo. Mais ça n'a aucun sens car ce n'est pas ce qu'on appelle la durabilité. On ne peut pas parler d'énergie et ne pas s'intéresser à la vie sous-marine, par exemple, ou la pauvreté. Donc, je crois qu'il faut vraiment que nous interpellions les entreprises dans leur rapport annuel. On voit qu'ils disent « Nous avons atteint nos objectifs en termes d'énergie durable, etc. » ou dans les autres ODD qu'ils ont sélectionnés. Mais ils ne parlent pas du reste des ODD. Ils doivent vraiment regarder tous les ODD et voir là où... et être honnêtes et voir là où ils n'avancent pas au niveau des objectifs. Et je crois que cela est crucial. Ensuite, il nous faut mettre à jour nos politiques. C'est important de voir que nous ne devrions pas avoir des ministères qui travaillent séparément, individuellement. Tous les ministères doivent penser à toutes les problématiques. Donc, les ministères doivent également revoir leurs politiques. Le ministère de l'Énergie doit s'intéresser à leur processus d'appel d'offres. Donc, les mettre à jour, parce qu'on peut avoir des entreprises qui sont concurrentes en matière de création d'emplois ou de durabilité. Mais je crois qu'il serait intéressant que l'approche sectorielle fasse également partie de ces appels d'offres. Modératrice, oui, c'est une très bonne perspective. Nous avons encore le temps pour une question supplémentaire. Y a-t-il d'autres questions? I would like to make a comment. Just wait for a second, please. Ici, on a toutes les langues scandinaves, mais on a... D'accord, c'est bon? C'est bon? Voilà, c'est par rapport à la représentante de la jeunesse. Moi, je trouve ça génial ce qui se passe en Europe. Moi, je viens d'Afrique. Et pour les jeunes qui veulent se mobiliser, qui sont engagés, même s'ils ont tenté de rejoindre des organisations comme Youngo, Agenda 30, il y a
énormément de problèmes qui se passent et comme j'ai l'opportunité de cette vitrine, j'avais envie de lui communiquer parce que le mois dernier, j'étais avec des jeunes. Là, en Afrique, ils tentent d'organiser la préparation de la COP27 pour la région africaine. Alors, premier problème, tout se passe en anglais. On a quand même une grosse Afrique francophone. Deuxième problème, absence de transfert de formation, parce que si les jeunes en Europe ont l'éducation, développement durable, sensibilisation au changement climatique dans les programmes scolaires en Afrique, c'est 0. Donc moi, je me trouve à faire de la sensibilisation climat en permanence, voilà, pour essayer de les mettre un petit peu à niveau et qu'ils soient en capacité de vraiment comprendre ce qui se passe dans les réunions avec les jeunes d'Europe. Là, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, impossibilité pour eux d'avoir le moindre franc CFA pour pouvoir organiser une concertation avant de pouvoir porter la parole des jeunes Ivoiriens auprès de la conférence régionale. Enfin, voilà, j'ai été très surprise parce que les jeunes dont je parle, les jeunes que j'accompagne, que j'appuie bénévolement, sont tous dans les UNGO, Youngo, Agenda 30, etc. Et cependant, c'est comme s'il y avait vraiment une solitude, même sur la capacité de pouvoir se mettre en réseau interpays. Donc voilà, comme vous êtes là, comme vous avez dit qu'il y a différents espaces de concertation pour les jeunes en Europe, voilà, moi je demande, enfin c'est un plaidoyer pour les jeunes d'Afrique, comment est-ce que les jeunes d'Europe pourraient transférer ces organisations, ces compétences, mais vraiment en transfert de compétences, même sur des soft skills. Comment organiser une concertation, comment prendre la parole en public. Et puis, du côté des Nations Unies, pour le coup, le pendant, car même si les États ne reconnaissent pas le pouvoir de la jeunesse, ne reconnaissent pas la parole de la jeunesse, les Nations Unies qui sont dans nos pays non plus. C'est-à-dire qu'autour de la table, les jeunes ne sont jamais invités, sauf quand le ministre qui représente la jeunesse emmène son joker avec lui. Mais dans les réunions qu'on a dans nos pays, au niveau des Nations Unies, et moi j'ai beaucoup travaillé avec UNICEF, il nous manque les enfants, il nous manque les jeunes. Donc voilà, il y a aussi ce plaidoyer à faire, comme vous disiez, monsieur, pour que la jeunesse puisse avoir une voix, même si nos gouvernements ne reconnaissent pas cette valeur-là, au moins que les Nations Unies soient le médiateur pour qu'on puisse, que nos jeunes puissent s'enfiler dedans. Voilà, c'était... Merci, merci madame. Nadia, do you want to react first? Nadia, pourriez-vous répondre à ce commentaire? Merci beaucoup pour cette remarque pertinente. Je l'ai dit au début, il est crucial d'inclure les jeunes dans l'agenda 2030 et autres. Nous devons inclure les jeunes du Sud. Nos gouvernements ne leur donnent pas la priorité et je crois que c'est quelque chose qui devrait être une priorité au sein des Nations Unies. Il faudrait un programme, un financement et des organisateurs sur place pour aider les jeunes du Sud, y compris en Afrique, pour qu'ils puissent avoir davantage de connaissances, etc. Cela étant dit, je ne vais pas dire que c'est la responsabilité unique des Nations Unies. En tant que jeunes, nous avons également une responsabilité. Et ce que j'ai fait personnellement, à un moment, j'ai été invitée à un événement de haut niveau sur la transition énergétique en Afrique. Et je me souviens de m'être dit, c'était bizarre que j'étais la seule représentante de la jeunesse. Et comme je l'ai dit plus tôt, je ne vais pas représenter toute la jeunesse, et tout particulièrement la jeunesse africaine ou la jeunesse du Sud. Donc j'ai dit à ces organisateurs de cet événement de haut niveau, je suis ravie d'être ici, mais vous auriez dû inviter d'autres jeunes. Et il y a eu tout un processus démocratique visant à élire un jeune Africain, et son nom était Bona, et il nous a rejoints en ligne du fait de la COVID. Mais cela montre comme quoi nous, en tant que jeunes, nous pouvons également changer les façons de faire. Joe, j'aimerais ajouter quelque chose. Le système doit être réparé. Si je devais voler pour aller dans une réunion sur les mini-réseaux à Londres, ou si je veux envoyer mes ingénieurs avec un passeport de Sierra Leone, eh bien, on n'obtiendra pas de visa.
Je ne vais pas dire qu'on ne va pas essayer, mais parfois on n'a pas suffisamment de temps lorsque les conférences sont annoncées à la dernière minute. Donc, il faut également penser à toutes ces dimensions. Il y a de nombreuses entreprises en Afrique qui travaillent, qui font des choses merveilleuses et qui envoient leurs ingénieurs ou autres dans d'autres pays à des conférences. Mais parfois, il n'y a pas de conférence sur l'énergie africaine au Danemark, par exemple. Désolée d'avoir mentionné le Danemark. Donc, il devrait peut-être y avoir une conférence en Afrique de l'Ouest plutôt. Modératrice, oui, c'est très important de le souligner. On parle de partenariat, mais lever les obstacles est également important. J'aimerais vous remercier beaucoup pour cette discussion. Je crois qu'on a parlé des priorités en termes de combat contre le changement climatique et je crois que l'inclusion de la jeunesse et une consolidation des partenariats internationaux doit faire partie de la discussion. La crise climatique est une réalité. Il faut améliorer le financement pour l'action climatique. En amont de la COP 27, il faut que les acteurs privés et publics se réunissent. Cela sera clé. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises en préparation des autres COP. J'aimerais maintenant inviter la deuxième série d'intervenants. J'aimerais que vous applaudissiez nos premiers intervenants tout d'abord. Merci beaucoup. Si vous restez ici ou si vous êtes en ligne avec nous, nous allons continuer la discussion dans un instant avec des exemples à réussite. Par exemple, le partenariat du Énergie Sud-Est. Regardons cette petite vidéo. Continues to rise. More than 80% of our energy still comes from fossil fuel, accounting for more than 2/3 of global greenhouse gas emissions. Countries all over the world must limit global warming to 1.5 degrees Celsius to reach safe levels by 2050. One of the most vulnerable regions to climate change is Southeast Asia. Its impressive economic growth has led to an increase in natural disasters worsened by climate change, persistent environmental pollution, local health risks, and increased hazardous emissions. The share of clean energy is increasing in this region, but unfortunately, the progress is not fast enough. That's why our work at the Southeast Asia Energy Transition Partnership, or ETP, is crucial. ETP, under the United Nations Office for Project Services, is a multi-stakeholder partnership that aims to accelerate energy transition in Southeast Asia and help meet the United Nations Sustainable Development Goals and the Paris climate targets for mitigating climate change. ETP brings together governments, the private sector, and civil society to facilitate rapid energy transition in Southeast Asia. We are initially focused on Indonesia, the Philippines, and Vietnam. They have the highest energy demand, high levels of dependency on fossil fuels, a substantial pipeline for fossil fuel-based projects, and a significant renewable energy and energy efficiency potential. So how does ETP help Southeast Asia ramp up its energy transition? The answer is by focusing on 4 strategic areas. 1. Improve renewable energy and energy efficiency policies, regulations, and laws, and cultivate a policy-enabled environment by enhancing the planning and implementing capabilities of various institutions. 2. Enhance investment environment that is attractive for public and private renewable energy and energy efficiency projects. 3. Improve infrastructure, digital technologies, and investment in modern transmission and distribution networks to extend smart grids. 4. Increase the awareness and knowledge of different stakeholders involved in the renewable energy and energy efficiency value chains. Importantly, we aim for a just and equitable energy transition. As we move away from fossil fuels, we need to ensure communities that are economically dependent on coal are not left behind, and are empowered to engage and benefit with the new green economy. ETP aims to implement these strategies by 2025. By 2030, we would have achieved the following results: robust renewable energy and energy efficiency policies, and an enabling environment. Increased flow of public and private investments into renewable energy and energy efficiency projects. More renewable energy supply integrated in smart grids. And enhanced access to renewable energy and energy efficiency knowledge.
With all stakeholders working closely together, we could see Southeast Asia move to a net zero carbon-emitting energy systems by 2050 or earlier, to ensure environmental sustainability, economic growth, and energy security, for a cleaner, brighter, and healthier world for our future generations. Good. Well, listen, we said we were... Très bien, nous avons dit que nous passions à la vitesse supérieure, c'est ce que nous allons faire. Nous allons parler de modèles de partenariat innovants. J'ai 4 nouveaux intervenants et je vais les présenter avant de commencer la discussion. Manel nous vient de l'Agence française de développement, l'un des partenaires clés qui soutient les partenariats de la transition énergétique, et vous êtes la directrice adjointe. Et vous êtes également la présidente du conseil de pilotage de l'AFP. Merci d'être parmi nous. Ensuite, nous avons Sirpa, la directrice du partenariat de transition énergétique de l'Asie du Sud-Est. Je vais appeler ça l'ETP, si vous le voulez bien, ça ira plus rapidement, qui est soutenu par l'UNOPS. Vous voyez ce qu'il se passe dans les Philippines, en Asie, au Vietnam, tout particulièrement. Bienvenue. Nous avons également Rana, la directrice exécutive de REN 21, un réseau de politique basé ici à Paris. Vous êtes spécialisé dans les énergies renouvelables et on pourrait décrire votre groupe comme un catalyseur de communauté, un incubateur qui encourage la conversation sur la transition énergétique vers le renouvelable. Merci d'être ici. Et enfin, Tegu, c'est rare d'avoir 4 femmes et 1 homme en tant qu'intervenant et modérateur. Vous êtes le vice-président exécutif du département finance à PTPLN. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Lançons la conversation. Commençons par Manel. Vous êtes la présidente du partenariat énergétique à l'AFP. Comment les acteurs publics-privés se rencontrent? Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Merci de me permettre de lancer la discussion. En Asie du Sud-Est, nous le savons, c'est une région qui fait face à de nombreux défis et donc il faut l'encourager à se décarboner. Les gouvernements, en tant que décisionnaires, vont devoir revoir la planification de politique et vont devoir se lancer dans des actions politiques. Mais pour décarboner la région, il faudra l'implication d'autres parties prenantes qui viennent de tous horizons, collaborer avec la société civile, avec le secteur privé et les acteurs philanthropes. C'est essentiel pour parvenir à cette transition écologique. Pour les donateurs comme l'AFD, donc des donateurs publics, travailler avec le secteur privé et des philanthropes est crucial. Et ce rôle clé de philanthropie a été souligné lors du One Planet Summit en 2017, lors du lancement d'une task force de philanthropes. Et c'est là la base de tous les partenariats de transition énergétique. Et donc, étape par étape, lors de notre discussion et avec le temps, nous avons vu ce qu'il se passait au sein des différentes conférences. Nous rencontrons des personnes que nous ne connaissons pas et cela nous aide justement à décloisonner. Et ça a été le début de cette aventure. 5 ans plus tard, nous sommes ici avec Sirpa et on peut voir à quel point les ETP ont permis de montrer la valeur qu'il y avait à des collaborations publiques-privées. Cela permet d'avoir de nouvelles sources de financement, mais d'avoir différentes modalités d'intervention exactement également. Et donc, c'est pour moi là une réussite. Les donateurs publics sont davantage habitués à un dialogue depuis des politiques publiques, des dialogues de haut niveau, des visions à long terme. Les philanthropes, quant à eux, sont plus pragmatiques sur le terrain. Donc, c'est peut-être une caricature ici, parce que tout ne se passe pas exactement comme ça, mais l'ADN de chaque environnement est animé par cette vision. Et donc,
Nous avons invité différents partenaires à faire partie de la discussion et nous avons encouragé cette discussion et nous avons différents représentants ici et nous avons identifié des domaines clés d'intervention. Et donc, ce partenariat nous a permis de lancer des programmes pilotes d'intervention. Et grâce à ces initiatives pilotes qui ont remporté un franc succès, nous avons pu les mettre à l'échelle. Donc, nous faisons le lien entre les gouvernements, les acteurs d'utilité publique et les philanthropes. Et on leur montre que c'est important d'agir ensemble. Et en tout cas, nous avons rencontré un franc succès et nous sommes ravis de faire partie de cette initiative. Modératrice, merci beaucoup. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, ça a rencontré un franc succès. Dans la première partie, on a parlé de l'importance de consolider et de créer ces partenariats. Maintenant, Sirpa, j'aimerais passer à vous. On s'attend à davantage de défis à l'avenir en Asie du Sud-Est. Donc, que pouvez-vous nous dire sur les défis à venir, notamment en matière de transition énergétique? Comment est-ce que les ETP sont le meilleur outil pour aider à ce changement vers les énergies renouvelables? Sirpa. Merci, Émilie. Prenons un peu de recul. J'aimerais faire un aperçu de ce dont on parle. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a publié une feuille de route globale pour une transformation globale vers le zéro carbone d'ici à 2050. Cette feuille de route requiert de nouvelles capacités de puissance d'ici peu, et ainsi que des augmentations des fonds pour l'efficacité énergétique. Donc, cela représente de premiers défis. Ensuite, pour répondre à la demande qui va accroître en matière d'énergie en Asie du Sud-Est, eh bien, cette demande a vraiment connu une croissance effrénée, et ce depuis des années. Et suite à la pandémie, on a vu cette situation s'envenimer. Maintenant, si l'on regarde les choses du point de vue des ETP, les ETP sont une opportunité pour répondre à cette demande. Comme maintenant nous avons des ressources renouvelables, c'est un bon moyen pour nous de mettre en place des énergies renouvelables dans ces pays. Au même moment où ces pays essayent de fermer leurs usines à charbon, qui polluent énormément. Donc, voilà une opportunité. Deuxièmement, cette transition est un défi de taille, mais il y a des solutions. L'efficacité énergétique est encore faible dans la région, mais il y a plusieurs programmes que nous pouvons mettre en place pour améliorer l'efficacité énergétique et pour décarboner les économies locales. Les ETP sont une solution. Nous travaillons avec des partenaires qui essayent de débloquer des fonds pour améliorer l'efficacité énergétique, par exemple. Autre défi, les combustibles fossiles sont très subventionnés dans la région. Et cela est terrible pour la région. Encore une fois, il y a des solutions pour mettre un terme à ces subventions. Il faut davantage investir dans les énergies renouvelables sans pour autant exacerber les impacts sur les plus vulnérables. Donc, il y a des solutions. Nous travaillons dessus avec le secrétariat des ETP, avec nos partenariats et d'autres alliances dans la région. Le réseau asiatique demande des investissements, des progrès pour arriver à un niveau qui permettra d'intégrer plusieurs énergies renouvelables dans leur consommation. Les ETP travaillent sur différentes alliances qui pourront financer ces plans d'investissement. Autre défi,
Il nous faut davantage de leadership dans la région pour que les champions nationaux puissent s'approprier, jouer le rôle qui est le leur, veiller à ce que les investissements soient davantage faits dans le renouvelable. La transition écologique requiert également l'implication de la société civile et j'ajouterai la jeunesse puisque nous avons été très impressionnés par le rôle de la jeunesse dans ce programme de transition énergétique. Les ETP travaillent avec la Banque mondiale, par exemple, pour développer un forum dans lequel les dirigeants de la société civile, les communautés peuvent rencontrer des bailleurs pour voir comment répondre à leurs besoins dans cette transition. Donc, la première chose, c'est qu'il y a des opportunités. La deuxième chose, c'est qu'il y a des défis, mais des solutions, et les ETP en sont une. Troisièmement, nous avons besoin de partenariats. L'ETP est un type de partenariat unique qui travaille avec toutes les personnes qui ont des points de vue, des objectifs alignés et qui valorise nos membres, et nous encourageons toujours de nouveaux membres à nous rejoindre. Nous valorisons nos membres car ils apportent leur propre expertise, leur propre innovation, leurs compétences que nous pouvons ensuite accompagner au niveau des gouvernements, au niveau des différents acteurs. Donc, il est crucial d'avancer ensemble. Nous avons besoin d'expertise nationale. Nous veillons à ce que nos communications stratégiques soient bien évidemment nationales. Il est plus simple pour une solution d'être adoptée lorsqu'elle est calibrée aux conditions locales. Mais ce n'est pas... car sinon, chaque projet est impossible. Donc, nous mettons un point d'honneur à bien comprendre les différentes implications locales et les processus de transition et comment les mettre en place. Je m'arrête là. Si on souhaite vraiment réaliser les différents objectifs du secrétaire général des Nations Unies et atteindre les différents objectifs, les différents partenariats tels les ETP doivent capitaliser sur les alliances mondiales afin de partager les différentes expertises nationales dont nous disposons dans nos pays. Merci beaucoup. Merci Sirpa. Merci d'avoir partagé cette perspective. Nous allons parler de la manière dont l'ETP est un partenariat réussi. Nous allons parler maintenant aux bénéficiaires parce que nous pouvons le dire, mais bien entendu, il faut parler aux bénéficiaires Tegu. Maintenant, l'Indonésie s'approche à une électrification totale. En 1990, c'était un taux de 62%. Donc, un développement très impressionnant. Toutefois, nous savons très bien que l'Indonésie dépend des carburants fossiles. PLN est un bénéficiaire de partenariat. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter votre pierre à l'édifice? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la manière dont vous bénéficiez plutôt de ce partenariat? Oui, merci. Permettez-moi de remercier les organisateurs de m'avoir cédé la parole. Je souhaite parler de l'importance de ce partenariat entre PLN et l'UNOPS. Nous avons mis en place un centre de contrôle pour Bali et pour la région javanaise. Je vais donner un peu de contexte. Il y a 10 ans, le taux de pénétration était en dessous de 70% et actuellement, 99,4% de la population est électrifiée, entre guillemets. Deuxièmement, PLN est l'entreprise étatique énergétique et nous avons 4,5 millions de clients, 275 membres de la population. Ce partenariat, cette ETP, fournit une belle alliance et nous bénéficions de ce partenariat. Pourquoi? Parce que nous avons accès à un système d'achat. En 3 mois, nous avons pu mettre en place les meilleurs prestataires internationaux qui travaillent main dans la main avec nous afin de développer, concevoir et déployer ces différents réseaux
Et nous avons également la construction d'un nouveau centre qui a été surveillé par ce partenaire. L'UNOPS est une plateforme fiduciaire. Par conséquent, nous avons accès aux meilleurs prestataires de services du monde pour que nous puissions réaliser les différents objectifs mondiaux. L'UNOPS est très reconnu, doté d'une expérience solide dans l'approvisionnement énergétique. Il s'agit du meilleur consultant au monde. Et nous avons une équipe fiable, expérimentée, qui nous aide, qui nous soutient dans le développement des outils, du centre de contrôle et qui nous aide à naviguer le processus d'achat et à relever les différents défis qui sont liés à l'élaboration de ce programme. Nous bénéficions de leurs expertises, de leurs expériences de manière différente. Nous avons le meilleur prestataire de service à notre disposition. Et je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Rana plutôt, je me tourne vers vous. Nous avons parlé des différents défis auxquels l'Indonésie fait face. Nous avons vu de l'élan sans précédent s'agissant de cet éloignement de l'âge des carburants fossiles. En amont de la COP 27, que faut-il faire pour qu'il y ait une l'égalité entre le nord, les pays du Nord et les pays du Sud? Oui, j'aimerais prendre un peu de recul en vous disant que oui, nous avons un élan sans précédent. Nous avons des messages clés et forts qui ont été partagés s'agissant de cette transition. Nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas d'autre choix. Et ce que nous faisons chez REN 21, c'est de ramasser des données. 80% des carburants sont carburants fossiles. C'était le même chiffre il y a 30 ans. Il y a une demande croissante énergétique et je crois que c'est la raison pour laquelle la région asiatique est si importante à regarder. Parce que nous consommons davantage de carburants fossiles que jamais. Je ne remets pas en question les ambitions des uns des autres, mais nous avons entendu les membres du panel avant. Les solutions doivent venir maintenant. Les solutions existent et il faut les mettre en œuvre et il faut mobiliser le financement. Nous devons être francs. Même si l'ambition existe, il nous reste du chemin à faire. Parlons de la COP maintenant. Il y a une urgence et il faut de la franchise et des voies franches pour que ces projets soient mis en œuvre, pour que ces ambitions deviennent une réalité et non une promesse sans fond. À la COP, nous avons parlé des systèmes. Les partenariats sont importants également. Le changement climatique est un enjeu sociétal. Nous avons par conséquent besoin d'une réponse sociétale. Il en va de même des énergies, la transition vers un système renouvelable. Ce n'est pas uniquement une transition technologique, mais des marchés, de nos économies, de notre gouvernance, de nos systèmes politiques. Et je crois que la situation en Ukraine parle pour elle-même. C'est une question sécuritaire et une transition, une transformation de notre société. Nous parlons de nouvelles perspectives pour les jeunes, la création d'emplois, la transition depuis le charbon vers les énergies renouvelables. Ce n'est pas du noir et blanc, mais il y a une diversité s'agissant des acteurs, mais également des messages à transmettre. C'est exactement ce que nous voyons chez REN 21. L'énergie n'est plus un concept abstrait. Qui sait, un kilowatt, de quoi s'agit-il, d'où vient notre énergie? Mais nous parlons de choses concrètes, la mobilité, le déplacement, comment se déplacer d'un point A à point B, la télécommunication, ou les télécommunications, le refroidissement, le chauffage,
Et lorsque l'on parle de l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, les solutions, le confort, et quand on regarde l'Asie du Sud, on parle d'une réalité, ou même l'Afrique, nous parlons du fait qu'il y a toujours des acteurs qui n'ont toujours pas accès à l'énergie tout court. Ici, il y a des questions de développement, des questions d'opportunités économiques. Et je crois qu'en amont de la COP, la voie qu'il faut partager, c'est de ne pas déhumaniser la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle nous travaillons main dans la main avec les ETP, les partenaires régionaux et nationaux. La réalité est la suivante. Nous essayons de raconter l'histoire mondiale et nous avons besoin d'inspiration, de sources d'inspiration. À quoi ressemblera la société de demain et quelles sont les solutions afin de façonner notre nouvelle société? On ne peut pas juste avoir des déclarations aléatoires, la création d'emplois et ainsi de suite. Nous avons besoin d'exemples concrets. Des partenaires tels PLN, des villes qui sont électrifiées avec l'électricité renouvelable. Il faut partager les résultats tangibles, les intérêts et les raisons pour lesquelles les différents acteurs doivent participer. Et nous pouvons également écouter d'autres voix et activer d'autres points de pression. Sinon, nous n'allons pas réussir. Je souhaite partager un point. Il ne s'agit pas uniquement de chercher et de trouver la bonne réponse, mais de poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas uniquement de trouver le bon message, mais d'avoir le bon messager. Et c'est là où la COP, en tant que conférence en Afrique, avec la situation actuelle, est une opportunité pour vraiment façonner ces nouvelles discussions qu'il faut entamer. Merci beaucoup, Rana. C'est un problème, c'est une question sociétale, c'est exactement cela. Nous avons besoin d'humaniser cette transition. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle, mais avant de céder la parole au public, je ne sais pas si vous avez des questions les uns pour les autres. Vous avez parlé du fait qu'il s'agisse d'un problème sociétal. Quel est votre avis en tant qu'entité étatique, en tant qu'agence française de développement? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole, Manel? Oui, bien entendu. Je vais me lancer. Alors, c'est très intéressant et je ne peux faire l'écho des propos de ma collègue. C'est un problème sociétal et donc nous avons besoin d'une approche collective. Je vous ai entendu parler de la mise en œuvre. Vous avez reconnu le fait que l'ETP est très bénéfique quand il s'agit de la mise en œuvre des projets. Le changement climatique est un problème actuel. On ne peut pas penser uniquement à l'avenir. Ces promesses ne sont pas uniquement pour les générations de l'avenir parce que nous ne serons plus là. Oui, bien entendu, c'est ce que Nadia a dit. Je souhaite vous poser la question suivante en tant que représentant de PLN. Vous avez parlé de votre succès, de votre réussite avec les ETP. Mais pourquoi l'ETP est différent des autres parties prenantes? Il y a tant de bailleurs de fonds, des donateurs, des parties prenantes privées. Alors pourquoi l'ETP? Pourquoi faut-il choisir l'ETP? Parce qu'à tout compte fait, vous êtes le bénéficiaire et c'est à vous de choisir votre source de financement et votre partenaire. Nous parlons de partenariat. Alors pourquoi l'ETP? Je crois que c'est ça serait très intéressant de vous entendre là-dessus. Vous êtes un décideur énergétique. Alors, pourquoi vous avez choisi l'ETP et non un autre donateur ou bailleur de fonds? Oui. Merci pour cette question. Nous avons beaucoup de donateurs, de bailleurs de fonds. Mais notre histoire d'amour avec l'ETP ne date pas d'hier. Ce que je peux vous dire, c'est que la réputation de l'UNOPS a eu son rôle à jouer dans le choix de PLN.
quand on a souhaité améliorer le réseau en place à Bali. Alors, on a pu travailler avec l'UNOPS, mais avant, il y a eu d'autres candidats. Après un processus de discernement et discussion avec la direction, on s'est rendu compte que certains facteurs nous permettaient de choisir l'UNOPS et son programme, son partenariat ETP pour notre réseau PLN. Tout d'abord, il s'agissait d'expertise. Et en deuxième lieu, nous faisons confiance. Nous faisons confiance. Nous nous connaissons. Nous avons entamé des discussions avec l'ETP, avec SIRPA et d'autres parties prenantes. PLN fait confiance à l'UNOPS. C'est une agence onusienne avec une histoire de longue date dans l'approvisionnement ou la prestation de services pour les bénéficiaires, et l'UNOPS fait confiance à nous également en tant que partenaire bénéficiaire. La confiance règne dans ce cas. Pour être tout à fait honnête, les partenariats multilatéraux sont importants, mais vous n'avez pas d'intérêt parce que nous faisons partie, ou nous sommes partie, ou état partie des Nations Unies. Et nous avons des objectifs partagés communs. Nous, PLN, nous avons différents programmes étatiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les Nations Unies ou l'UNOPS, dans le cadre de ce partenariat, cet ETP, partagent les mêmes objectifs. Et en dernier lieu, l'UNOPS, avec son programme ETP, a une équipe dédiée, dispose d'une équipe dédiée qui ne cesse de chercher des solutions. Au début, nous nous sommes entamés avec eux. Nous connaissons le département d'achat, les expertises juridiques. Nous savions que la meilleure organisation, mais même la meilleure équipe était à notre disposition. Nous connaissions Sherpa et son équipe qui travaillaient d'arrache-pied avec nous. C'était donc une évidence. Moi, je ne savais pas, je ne croyais pas à ce délai de 3 mois. Mais cette date butoir a été respectée. Et ils avaient même achevé le processus d'achat en avance. La sélection du consultant international s'est très bien passée également. Moins de 3 mois. Tout a été bouclé. C'est magnifique. Merci. Sherpa, donc magnifique, il a dit. Alors, est-ce que vous avez une réaction? C'est super. La confiance est très importante et vous avez livré sur votre promesse et c'est ce qui compte dans les partenariats. Oui, la confiance est très importante, Émilie. Et cette confiance n'est pas uniquement associée ou n'est pas uniquement grâce à moi, mais grâce à mon équipe qui seront disponibles pour résoudre les différents problèmes. Nous avons une équipe qui travaille sur tout ce qui est achat, finance, paiement et, bien entendu, nous avons un bureau régional qui est en dialogue avec PLN pour faire le point, pour prendre des nouvelles et pour également élaborer d'autres projets dans le cadre de ce programme. Nous examinons différentes pistes, à titre d'exemple la gestion corporate, le renforcement des capacités. Nous savons que PLN est un partenaire clé dans ce pays. Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec eux. Mais si vous me permettez, Émilie,
J'aimerais également dire que nous avons des programmes similaires aux Philippines, mais également au Vietnam. À titre d'exemple, au Vietnam, un programme qui a rencontré des difficultés énergétiques, mais également une demande croissante pour le secteur économique. Au mois de mai dernier, nous avons pu mettre en place des expertises de haut niveau afin de soutenir une planification de suppression de charbon. Et même si le nouveau plan inclut des usines charbon, les différents échelons du gouvernement ou les différents représentants des échelons du gouvernement se sont réunis afin de parler des différents aspects de ce plan, même si le charbon était inclus. 4 scénarios très intéressants ont été évoqués afin de réduire l'utilisation du charbon, la dépendance du charbon dans ce pays. Cette étude a contribué à la déclaration net zéro du Vietnam lors de la COP 21. Merci beaucoup, Manel. Allez-y. Je souhaite apporter ma pierre à l'édifice parce que la confiance, l'expertise, les objectifs communs, la livraison sur les promesses, mais je souhaite parler de notre point de vue en tant que donateur étatique, l'ETP et les bénéficiaires. Il ne s'agit pas uniquement des bénéficiaires, mais également des donateurs et des pays et des bailleurs de fonds. Nous parlons des différentes opportunités qui sont issues de ce type de projet. Nous avons le soutien donc pour une étude éolienne plutôt, mais l'AFD travaille également sur la mise en œuvre de cette infrastructure éolienne. C'est ça le partenariat, c'est réunir les différentes parties prenantes, c'est tisser des liens, c'est connecter les différentes parties. C'est très important. Nous avons donc un projet et si ce projet fonctionne bien, il y a d'autres projets qui sont financés. Rana, en tant que catalyste, en tant que quelqu'un qui entame ces discussions, est-ce que vous souhaitez nous faire part de votre opinion? Oui, Rennes 21, nous sommes une communauté multipartite. Nous avons plus de 4000 membres, les gouvernements, les universités, les ONG et les organisations intergouvernementales. Et d'après mon expérience, je crois que c'est également, j'aimerais faire l'écho de ce que vous avez dit, il s'agit ici de construire la confiance avec différents acteurs autour de la même table et parfois même les pays n'ont pas cette culture. Il faut créer un espace sûr où on peut poser des questions, où on peut s'en rendre compte du fait que nous n'ayons pas les mêmes points de départ, mais qu'il existe des similitudes. Plus de similitudes que de différences. Une approche polarisée, donc, parce que nous avons besoin d'écouter l'expert, la voix institutionnelle, une déclaration politique, au lieu de vraiment penser à la réalité. Comment sécuriser le dialogue pour aborder et relever les différents défis tout en reconnaissant les différentes solutions qui existent. En tant que communauté globale, cela est très important. Nous avons parlé de cette question, nous avons parlé des acteurs de l'Asie du Sud, d'Afrique, mais comment... je crois que c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui et c'est une leçon apprise de la pandémie. Nous pouvons apprendre de ces partenariats au niveau national, régional, quels sont les différents mécanismes pour mettre en place des plateformes en ligne pour faciliter ce type de dialogue et d'échange, tout en réunissant les acteurs. Et puis on peut parler de Sierra Leone, on a également parlé de la Côte d'Ivoire. Que peut-on apprendre? Bien entendu, les réalités sont différentes, les cultures sont différentes aussi, la gouvernance aussi, les acteurs. Donc il y a un travail pédagogique à faire, mais il existe également des facteurs de succès, de réussite qu'on peut partager. Et un dernier point, quel est le lien entre le partenariat
régional et REN 21. En tant que secrétariat, nous manquons d'aperçus que vous avez sur l'Indonésie ou les autres pays, mais ce que nous pouvons faire, c'est partager les voix, les expériences venant des autres régions, des messages et des messagers qui peuvent partager des choses que certaines organisations de la société civile n'exprimeront pas à cause de la réalité étatique, pour faire progresser, pour faire avancer la discussion. Si l'on pense à l'avenir, de quoi demain sera fait, comment combler ces fossés, comment renforcer, comment exploiter les différents points forts et les forces des autres. Le messager est aussi important que le message. Il nous reste quelques minutes. Je vais donc céder la parole au public. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main, donner votre nom, votre organisation. Si vous êtes en ligne, vous pouvez partager un commentaire dans le chat et nous allons lire les commentaires. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Allez-y. Thank you. Merci beaucoup. Je m'appelle Barbara. Je travaille avec le mouvement SUN. C'est un autre partenariat chez UNOPS. Et ma question est la suivante. Quels sont les différents Dans votre dialogue, vous avez parlé de la collaboration multipartite, mais vous n'avez pas parlé de collaboration multisectorielle. Nadia a évoqué un point très intéressant tout à l'heure. À la lumière du contexte actuel, on ne peut pas parler seulement d'un ODD et penser que ça va complètement changer le système parce que vous savez que il n'y a pas de solution magique. Il y a des choses à échanger. Il y a Est-ce que vous avez identifier les différentes contreparties? Est-ce que vous avez trouvé des manières d'atténuer ces éléments? Qui souhaite répondre à la question? Rana ou peut-être Tegu? J'imagine que les autres panélistes vont vouloir également rebondir. Merco, commencer. Je dois donner un peu de contexte. Je dois expliquer le niveau stratégique. Alors, pourquoi ce système? Parce que Bali, Java, ce système représente 70% de la région. Pourquoi? Parce que nous avons 64 gigawatts. C'est notre capacité. On a un bouquet énergétique, 60% de carburant fossile. Donc, le charbon. En ayant un centre de contrôle centralisé avec des technologies de pointe, c'est la clé afin d'introduire de nouvelles énergies renouvelables en Indonésie. Sans ce centre, sans cette nouvelle initiative, cette transition aurait été impossible. Il s'agissait donc d'améliorer notre système existant grâce aux nouvelles technologies pour absorber davantage de renouvelables, pour évacuer et absorber davantage, y compris les panneaux solaires sur les toits. Sans ce centre, tout cela n'aurait jamais vu le jour. C'est la raison pour laquelle ce partenariat est important. C'est la clé. Et deuxième chose, si l'Indonésie souhaite exécuter ce plan, nous avons besoin de ce partenariat. Nous savons que d'ici 10 ans, la capacité supplémentaire à 51%, cette nouvelle capacité viendra, ou ces 51% viendront des énergies renouvelables. Et nous ne pouvons pas mettre à point notre système sans ce nouveau centre de contrôle, ce qui est donc nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques du pays.
Je suis tout à fait d'accord. Nous devons travailler ensemble, non seulement les gouvernements, non seulement les agences neutres, non seulement les organisations, mais toutes les parties prenantes travaillent main dans la main afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un pays, deux pays, pourquoi pas des pays qui se sont déjà engagés. Nous avons besoin de collaboration. C'est nécessaire, ce partenariat et d'engagement, de participation de toutes les parties concernées, non seulement un seul pays ou une seule partie. Merci. Merci beaucoup, Tegu. J'aimerais redonner la parole à tous nos intervenants, mais malheureusement, la session prend fin. Merci beaucoup à tous nos intervenants d'avoir été parmi vous. Les ETP sont un exemple concret qui montre qu'il faut relever les défis ensemble. Merci à Convergence d'avoir organisé ce forum. Merci à l'AFD et tous les autres bailleurs de fonds qui aident à la transition énergétique et aux ETP. S'il vous plaît, applaudissez nos intervenants. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui.